il est d'usage donc d'inviter le lauréat du prix du livre d'Uriage à revenir l'année suivante pour nous livrer son regard philosophique donc, sur l'année écoulée. Donc Michael Fossel nous fait le plaisir et l'honneur de revenir cette année, ayant reçu le prix donc, en 2015 pour son ouvrage « Après la fin du monde », critique de la raison apocalyptique, aux éditions du Seuil. Vous trouvez donc tous les ouvrages des intervenants sur la table de nos libraires. C'était un texte très fort où il montrait comment résister au discours catastrophiste ambiant en nous invitant à repenser et réinvestir le monde de manière nouvelle. Il a depuis publié un nouvel ouvrage, Le Temps des consolations, aux éditions du Seuil toujours, où il montre finalement que le philosophe moderne semble avoir abandonné le projet justement de proposer un savoir, une sagesse qui permettent d'affronter les tourments de la vie et peut-être de les supporter. Alors d'une manière générale, donc Michael Fossel, c'est un philosophe, c'est un ancien élève donc, de l'École normale supérieure, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et aussi professeur à l'École polytechnique où il occupe la chaire de philosophie. Il est également co-directeur de la revue Esprit et il fait régulièrement des chroniques sur France Culture. Alors d'une manière générale, il s'est nourri de la pensée de Ricoeur, auquel il avait d'ailleurs consacré un ouvrage en 2007, l'anthologie de Paul Ricoeur, aux éditions du Point, dont il partage la passion du sens, un goût pour le conflit des interprétations. Et ces travaux interrogent vraiment le sens du monde contemporain, à la fois dans ses discours. Je pense notamment à un ouvrage qui s'intitule « État de vigilance critique », critique de la banalité sécuritaire, donc, aux éditions du Bord de l'eau, publié en 2010. Il interroge aussi le monde contemporain et son sens dans ses pratiques. Je pense à un ouvrage comme La privation de l'intime, en 2008, aux éditions du Seuil. Et il interroge aussi les représentations du monde contemporain. Le monde, c'est fait pas seulement de pratiques et de discours, mais aussi d'imaginaire, de représentation. Je pense notamment à un ouvrage comme Faire monde, essai phénoménologique. Donc, mais son premier maître, c'est Kant. Il a été vraiment formé à la pensée kantienne. Il a consacré d'ailleurs ses premiers ouvrages à ce grand penseur allemand des Lumières, d'Aufklärung. Il en a retenu l'exigence critique. Et surtout, il peut se réclamer de l'esprit de Kant, en particulier aujourd'hui, parce que Kant avait écrit à cette époque un petit opuscule qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et dans ce petit opuscule, Kant se proposait de répondre à une question d'actualité, d'ailleurs à l'époque posée par la revue Monatsschrift, Berlinische Monatsschrift, si je me souviens bien. Et comme le remarquait d'ailleurs Michel Foucault dans un petit commentaire de ce texte, qu'est-ce que les Lumières ? Les journaux aujourd'hui ne se risqueraient pas à poser une question dont on ne connaît pas d'avance la réponse. Par exemple, ils ne se risqueraient pas à poser la question qu'est-ce que la démocratie ? Alors ce philosophe, eh bien justement, s'était donné comme tâche de penser son temps et penser son époque. Et effectivement, et Kant ne s'attache pas seulement à lire dans l'actualité l'amorce d'un événement attendu, l'aurore d'une ère nouvelle. Et jusqu'à présent, d'une certaine façon, c'est ce que souligne en tout cas Michel Foucault dans un très beau commentaire de ce petit texte, jusqu'à présent, les philosophes ne s'étaient pas préoccupés du temps présent. Ils s'attachaient surtout à penser le passé ou éventuellement l'avenir, mais ils ne s'intéressaient pas au moment présent, or justement, ou seulement dans son rapport au futur. Comment penser à partir d'aujourd'hui l'avenir de l'humanité, l'avenir de demain. Or justement, il me semble que s'attacher au temps présent, le regard philosophique sur l'année écoulée, c'est vraiment. Il ne s'agit pas d'un regard journalistique, il s'agit bien d'un regard quand même philosophique, d'une analyse qui prend un certain recul de réflexion en tout cas. Mais il s'agit quand même de s'attacher à penser notre époque, ne pas penser comme Hegel que la chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la nuit. C'est-à-dire que la philosophie n'est capable que de penser que le passé et qu'elle n'est pas capable de se livrer à une analyse du temps présent. Mais ceci dit, l'exercice est redoutable et très difficile. Mais peut-être que justement, en tout cas, c'est la façon dont on conçoit avec ces rencontres philosophiques d'Uriage aussi la tâche du philosophe, non pas donneur de leçons, mais simplement s'attacher à dialoguer avec le présent, à poser la question de notre propre identité, de celle de notre temps. Donc penser le présent, c'est à ce difficile exercice que nous invitons les philosophes et que j'invite en particulier donc Michael Fossel à voilà.
Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation généreuse et complète. Peut-être un peu trop complète, puisque tu m'as, on va le voir, spoilé sur 2 points en citant deux références que je vais faire. J'avoue que depuis quelques semaines, effectivement, sachant, puisque ça fait partie du deal, si j'ose dire, que je devais m'affronter à cet exercice, j'en étais quelque peu, je le suis toujours au moment de l'entamer, angoissé, parce que je me disais en plus que le titre, je l'avais lu, mais reformulé à ma manière, c'était l'année écoulée vue par la philosophie. Alors évidemment, s'ajoutait à la difficulté d'épouser le présent, ou le passé immédiat en tous les cas, la forme, l'atteinte à l'humilité qui consistait ici à représenter la philosophie. Mais somme toute, comme le titre exact de l'intervention, c'est « Regard philosophique sur l'année », je me suis rendu compte que c'était mon narcissisme qui s'exprimait dans cette preuve apparente d'humilité. Néanmoins, je vais faire ce que les philosophes sont souvent accusés de faire, c'est-à-dire poser des questions à la question qu'on leur pose, plutôt que d'y répondre, en tout cas d'y répondre directement, et pratiquer un exercice un peu passé de mode, je trouve que c'est souvent dommage, la déconstruction. Parce que poser la question de savoir si l'on peut donner un regard ou livrer un regard philosophique sur l'année écoulée, cela ne va pas du tout sans interrogation. On peut en citer quelques-unes. La philosophie a-t-elle quelque chose à dire d'une année, et précisément d'ailleurs de celle qui vient de s'écouler, c'est-à-dire d'un temps passé, certes, mais d'un temps passé immédiat, si je puis dire. Autre question que l'on pourrait poser, le fait de compter en années, c'est-à-dire de considérer que 365 jours et quelques heures supplémentaires, cela constitue une unité de sens. Est-ce que ce fait est établi? Est-ce qu'il n'est pas un peu arbitraire? D'autre part, on pourrait se dire aussi que dans une année, il se passe évidemment une infinité de choses qu'il serait donc totalement illusoire non seulement de citer, mais même, disons, de commenter d'une manière générale. Mais en une année, on peut dire aussi bien il se passe trop peu de choses pour expliquer notre présent qui vient de beaucoup plus loin. Nous sommes le fruit d'une histoire, c'est entendu, mais cette histoire se borne-t-elle à l'histoire immédiate ou à l'histoire du temps présent, comme on en parle parfois dans certains groupes de recherche historiques. Premier élément donc, qui a déjà été évoqué par Anne, effectivement, cette rencontre du Riage se fait sous la figure de la chouette. Et Hegel était celui qui considérait ou qui comparait d'ailleurs la philosophie à la chouette de Minerve, c'est-à-dire à celle qui se lève au crépuscule. Autrement dit, la philosophie, pour lui, a plutôt un regard rétrospectif qu'un regard prospectif. Elle peut parler du passé parce qu'elle en parle depuis le concept depuis lequel ce passé s'est réalisé. Mais alors du coup, pour nous, la question qui se pose, c'est de savoir si nous sommes au crépuscule. C'est-à-dire si, à la fin de cette année ou de cette période, nous sommes déjà en mesure, et a fortiori s'il s'agit de moi, d'être en mesure de tirer des conclusions de nature philosophique, ou en tout cas de nature politique, sur le temps écoulé. Alors, à travers toutes ces questions, j'essaierai de ne pas poser que des questions, malgré tout, mais de les reformuler, les choses commencent peut-être à se préciser un peu avec la formulation suivante. Est-ce que la philosophie, pas ni la mienne, ni celle de quiconque d'autre en particulier, mais la philosophie en général, est-ce que la philosophie dispose de moyens spécifiques pour saisir la nature des événements, et en particulier des moyens qui feraient en sorte qu'elle permettrait de saisir des événements qui seraient passés sous les radars médiatiques ou qui seraient passés inaperçus à la plupart d'entre nous. Et c'est là qu'arrive le deuxième spoil, si je puis dire, mais d'Anne, c'est-à-dire qu'effectivement, cette question-là, cette question de l'articulation entre la philosophie et son présent, elle se pose à travers, ou à partir plus exactement, de Kant, de cet article « Qu'est-ce que les Lumières ?» de 1784, qui est effectivement un article de presse, en tous les cas un article de revue, et que Michel Foucault a commenté, plusieurs fois du reste, comme étant le premier moment où la philosophie se confronte, et ce n'est pas pour rien que c'est un moment spécifiquement moderne, où la philosophie se confronte au présent, à son propre temps, au temps dans lequel elle énonce ses propres vérités, et non pas,
simplement se préoccuperait de vérités intangibles, de vérités éternelles, de vérités qui resteraient en quelque sorte inaltérées par le temps qui passe. Lorsque Kant se pose la question « qu'est-ce que les Lumières ?», il se pose la question d'un mouvement historique ou d'un mouvement philosophique dont il est non seulement le témoin, mais aussi l'acteur, et surtout dont le résultat, et c'est cette idée-là que je voudrais déjà avancer, le résultat n'est pas encore advenu. Il adviendra d'ailleurs en un sens pour Kant que 5 années plus tard, en 1789, dans la Révolution française. Foucault, à propos de ce texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», a effectivement cette formule un peu audacieuse de journalisme philosophique à propos de Kant, c'est-à-dire du philosophe comme investiguant le présent, mais avec toujours cette question que je vais tenter ici d'élaborer à propos de l'année qui s'est produite derrière nous, avec cette question sous-jacente, qu'est-ce que le philosophe peut apporter au journalisme ? Est-ce que l'activité philosophique ne consiste pas justement à subvertir aussi l'activité journalistique ? Et cette question, elle se pose aussi, c'est aussi un préalable qu'il faut indiquer, elle se pose à nous sur un mode, je dirais, plus aigu encore, probablement que pour Kant, puisque Kant était en quelque sorte l'initiateur de ce que l'on a appelé plus tard le philosophe de service, c'est-à-dire celui qui est amené, invité, enjoint, parce que l'article « Qu'est-ce que les Lumières ?» répondait à une question qui avait été posée par la Berlinische Monatsschrift, par cette revue, ça n'était pas une initiative de Kant, donc le philosophe qui est enjoint de commenter l'événement. Chose qui, évidemment, arrive de plus en plus souvent et en s'adressant à des philosophes qui n'ont pas, disons, la stature de Kant. Bon. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que lorsque la philosophie est, et on peut comprendre qu'elle le soit à certains égards, ce n'est pas ça que je remets en cause, enjointe à nous parler de ce que nous sommes, ou plus exactement d'ailleurs de ce que nous sommes devenus, le risque, c'est qu'elle décide du sens d'un événement, alors même que cet événement est encore en cours, ou que les événements, je vais en évoquer quelques-uns tout de même, de ceux qui se sont produits dans l'année qui s'est écoulée, alors que ces événements n'ont pas encore produit leurs effets définitifs ou réels, à supposer que ces effets définitifs existent. Autrement dit, il y a un risque dans ce commentaire philosophique de l'actualité, qui est d'ailleurs exactement le même que celui qui, à mon sens, en tous les cas, s'abat sur le commentarisme en général, le fait que nous soyons dans des sociétés médiatiques qui éditorialisent à tout bout de champ. Ce risque, c'est le suivant, c'est que les événements, ou l'événement lui-même, soit dissous dans son sens, et que le sens de l'événement soit dissous dans son commentaire. Autrement dit, le risque, c'est qu'à force de parler des événements, on en vienne à la conclusion que rien ne s'est véritablement passé, rien de nouveau précisément, parce que pour donner le sens d'un événement, évidemment, la méthode, je dirais, enfin en tout cas la procédure intellectuelle la plus immédiate, la plus spontanée, c'est de ramener le sens d'un événement à ce que nous connaissons déjà, à ce qui s'est déjà produit, bref, à un concept ou une idée générale en ce sens. Et l'intérêt du texte de Foucault, justement, parlant de Kant et de qu'est-ce que les Lumières, c'est qu'il insiste sur le fait que Kant ne donne pas, contrairement à ce que le titre pourrait être, le titre de son opuscule, de son article pourrait laisser penser, qu'est-ce que les Lumières, il ne donne pas une définition statique des Lumières, c'est-à-dire qu'il indique, même dans la première phrase d'ailleurs du texte, que les Lumières, il donne une définition, cela dit, c'est le passage de l'état de minorité à l'état de majorité au sens juridique du terme. Donc c'est le passage d'un peuple, d'un état, disons, d'aliénation, qu'on compare à l'enfance ou à la minorité, à un état de majorité. Mais c'est le mot « passage » ici qui importe plus que le résultat, si je puis dire, en ce sens que Kant insiste beaucoup sur le fait que lumière, qui d'ailleurs en allemand se dit « Aufklärung », et « Aufklärung », il faudrait plutôt le traduire par « éclaircissement » que par « lumière », il insiste beaucoup sur le fait que le temps qu'il vit, et dont il ne peut rien faire d'autre que d'évaluer, comme je vais essayer de le faire, ce qui s'est passé déjà, eh bien, le temps qu'il vit n'est pas ou n'a pas délivré, n'a pas encore donné toutes ses potentialités. Les Lumières, ce n'est donc pas un état statique aux yeux de Kant, ce n'est pas non plus une idée à laquelle on pourrait, comme on le fait généralement aujourd'hui, d'ailleurs se référer comme à un modèle, comme à quelque chose d'établi dont nous serions nous-mêmes déjà les héritiers. C'est un processus, c'est un passage, c'est un ensemble de signes. Et si l'on veut donc être fidèle
à l'injonction de Kant, et puis à celle qui est reprise par Foucault, de faire ce journalisme philosophique, ou ce qu'il appelait aussi dans une formule un peu audacieuse, peut-être trop, une ontologie du présent, Foucault cette fois-ci. Pour y être fidèle, il s'agit peut-être de rechercher ce qui, dans l'actualité, et en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'actualité brûlante, immédiate, est encore actuel. Actuel voulant dire produit encore des effets. Et c'est cela que je vais essayer de faire. Alors pour tout de même dire, après ces préalables trop nombreux, quelques mots sur l'année écoulée, évidemment, nous nous sommes rencontrés ici pour la première fois il y a tout juste un an, je ne sais plus la date exacte, mais c'était quelque part au mois d'octobre 2015. Et on ne peut pas ne pas remarquer ou être frappé par le fait que quelques semaines plus tard, un événement allait déferler, si j'ose dire, sur la France, c'est-à-dire les attentats du Bataclan, de Saint-Denis et des bars des 10e et 11e arrondissements. En sorte que l'on peut être tenté de penser, et à certains égards, la chose est incontestable, que l'année que nous avons vécue pourrait être une sorte d'annus horribilis. La rencontre entre le sens et le temps ici, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, comment déterminer un événement, c'est-à-dire cette rencontre toujours improbable, énigmatique, entre un fait et une signification. Eh bien, si on le prend du point de vue, je dirais, strictement chronologique, que s'est-il passé il y a un an? Elle nous dicte d'emblée, ou elle nous indique, ou elle semble nous dicter, il faudra peut-être remettre en cause cette contrainte, une conception évidemment extrêmement angoissée de l'année passée. Cela d'autant plus d'ailleurs que la rencontre du Riage de l'année dernière était consacrée au thème de la violence. Et que l'une des questions qui nous avait beaucoup travaillé pendant ce week-end, c'était de savoir que faire de cette violence. Bien sûr, le terrorisme n'est pas apparu un mois plus tard, il était déjà dans nos têtes. Que faire d'une violence, ou de la violence politique, lorsque l'on ne dispose plus, ou lorsqu'on n'est en tout cas pas prêt à rejouer la théorie de l'histoire selon laquelle toute violence serait productive, non pas toute violence, mais en tout cas, on pourrait décider par avance des bonnes violences, c'est-à-dire de celles qui produiraient une accélération de l'histoire de type révolutionnaire. Que faire des violences qui ne sont pas des violences finalisées, qui sont des violences qu'on pourrait juger improductives, des violences gratuites et néanmoins extrêmes, comme le terrorisme, et en est sans doute un exemple, en particulier celui dont nous parlons. Et si l'on parle de ce qui s'est produit l'année dernière, non plus simplement cette fois-ci en termes d'événements, mais en termes beaucoup plus importants, à mon sens encore, de cadre interprétatif dans lequel ces événements ont été accueillis, alors on se rend compte sans doute que lorsque la violence que nous subissons n'est plus susceptible d'être interprétée, je ne dirais pas de manière positive, mais dialectique, c'est-à-dire comme une manière d'être un pas vers une émancipation future, ce qui est évidemment le cas du terrorisme, eh bien l'une des tendances, l'une des tentations plutôt, ce n'est, puisqu'on ne trouve plus de cause finale à cette violence, d'en chercher des coupables. Et le fait est que cette année a été marquée à la fois par le deuil, l'année fin 2015, fin 2016, à la fois par le deuil et en même temps, il faut bien le dire, en tout cas c'est là que je prends un peu parti, par le ressentiment, c'est-à-dire la tentation d'interpréter les événements selon un schème, selon une catégorie d'emblée, ou plutôt selon un modèle d'interprétation d'emblée donné, celui qu'on peut qualifier de conflit des civilisations. Mais plutôt que d'entrer dans ce débat et de faire au fond un bilan qui sera un bilan comptable entre le bon et le mauvais dans cette année, je voudrais là aussi remettre en cause une des prémices de la philosophie, ou que la philosophie permet de mettre en lumière, de tous ceux qui font des bilans, et ils vont arriver, puisque nous arrivons aussi, j'en parlerai dans un instant, à la période de la fin de l'année civile, cette fois-ci, à savoir que si la philosophie a quelque chose à dire sur l'année qui vient de s'écouler, quelle qu'elle soit, c'est que précisément une année, comme un siècle d'ailleurs, il y a un caractère assez arbitraire, en tout cas conventionnel dans ce découpage du temps. Mais que cette convention n'est pas neutre, parce que si nous comptons en années, c'est aussi précisément, peut-être d'abord, pour pouvoir faire le bilan au terme de ce laps de temps, de ce qui s'est produit. Et la tendance de l'esprit humain, l'une des tendances, c'est de rechercher dans l'année écoulée rien d'autre que la confirmation de ce que nous prévoyions déjà au moment où elle s'ouvrait.
Et en l'occurrence, on sait bien qu'il n'a pas fallu attendre les attentats du 15 novembre 2015, ni ceux qui ensuite ont eu lieu en France plus tard, pour que l'a priori, la croyance selon laquelle l'islam était non seulement inconciliable avec la République, mais qu'il était structurellement antidémocratique et structurellement intégriste et structurellement terroriste, pour que cette croyance, d'une certaine manière, emplisse déjà les esprits. En sorte que faire le bilan d'une année, cela suppose aussi, je crois, d'essayer de combattre ces manières de voir ou de prévoir qui nous accompagnent en permanence dans nos interprétations des événements, c'est-à-dire ces lectures a priori du temps, où tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera est considéré par avance comme la confirmation d'une vérité qui, elle, est hors du temps et qui ne peut être par conséquent que confirmée par le temps, à savoir ici, en l'occurrence, si je prends cet exemple, et ce n'est pas un exemple neutre, évidemment, le caractère typiquement, je dirais, terroriste associé à certaines formes de religiosité. Et là, ce que la philosophie peut faire, mais pas seulement elle, fort heureusement, c'est de rappeler que s'il y a un regard philosophique sur l'année qui est possible, c'est d'abord parce qu'une année une même année peut faire l'objet, de plusieurs regards. Il est bien évident que l'année vécue à Alep ou à Mossoul n'est pas l'année vécue à Nice ou à Paris. Et que par conséquent, il y a un effort peut-être de pluralisation des regards sur le temps passé qui peut nous préparer aussi à pluraliser le regard sur le temps à venir. De ce point de vue-là, la philosophie aussi décevra sans doute, un peu comme Kant déçoit ses lecteurs de Qu'est-ce que les Lumières, puisque Qu'est-ce que les Lumières était une question, je l'ai dit, posée par la Berlinische Monatsschrift et qui donnait lieu à prix. Alors je ne sais pas ce qui était le prix reçu à l'époque. Tout ce que je sais en revanche, c'est que Kant ne l'a pas eu. Et si je vous donnais le nom d'ailleurs de celui qui l'a eu, vous vous rendrez compte que, je parle pour moi, là, dans certains cas, il vaut mieux être deuxième sur la liste que premier. Bon. Il ne l'a pas eu en particulier parce qu'il s'est refusé à l'attente journalistique déjà du moment, à savoir d'enclore les Lumières dans un sens qui permettrait, une fois qu'on a donné le concept d'une chose, elle devient beaucoup moins dangereuse. Elle est neutralisée en un sens, puisque en définissant ce qu'elle est, on dit aussi ce qu'elle n'est pas, et ce qu'elle ne pourra pas être. Eh bien, Kant, refusant ce geste, s'est ouvert aussi une certaine forme de déception, mais son texte reste, tandis que celui, évidemment, qui a remporté le prix a été oublié. Pour en rester donc à mon année à moi, ou à notre année à nous, l'un des premiers gestes philosophiques, c'est d'opacifier quelque peu ce rapport au présent que nous prétendons enclore dans des catégories. Là aussi, je peux prendre un événement, toujours sur la même thématique, je parlerai d'autre chose après, je vous rassure, à savoir un exemple récent, à savoir que dans tout événement, il y a d'une certaine manière une équivocité. Récemment, on a, comme vous le savez, en Allemagne, arrêté un migrant qui s'apprêtait à commettre, selon toute vraisemblance, un attentat, mais c'est grâce à l'action d'autres migrants que ce premier, qui s'est suicidé du reste, ce premier migrant a été arrêté. Autrement dit, on parle souvent de la nécessité, et de manière maintenant un peu déconsidérée, cette formule est déconsidérée, de ne pas faire d'amalgame. Je dirais que pour la philosophie, amalgame, cela veut dire idée générale et abstraite, et au sens très précis d'ailleurs, où ces idées générales, ou ces croyances générales ont cette faculté, cette capacité de nous empêcher de voir, justement, puisqu'elles sont intégralement fondées sur la prévision, c'est-à-dire sur une certitude qui ne se laissera pas démentir par les faits. Et l'un des enjeux pour la philosophie, évidemment, c'est l'un des enjeux principaux même pour la question qui nous occupe, c'est de neutraliser ces préconceptions, ces préconcepts qui font que ce soit d'ailleurs le temps passé ou le temps futur, d'emblée, le temps ne fera rien à l'affaire, c'est-à-dire d'emblée ce qui se produira ou les événements resteront interprétés dans un cadre qui les précède. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup, y compris l'année dernière, mais depuis maintenant un peu plus longtemps, du concept, ou de retour en force, du concept d'hégémonie culturelle de Gramsci. Le fait que la France serait passée d'une hégémonie culturelle de gauche, si je dis les choses très simplement, à une hégémonie culturelle plutôt de droite. Bon. Indépendamment du diagnostic sur le présent, le concept d'hégémonie culturelle est intéressant, tel que Gramsci l'a pensé, parce que l'hégémonie culturelle, ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle, c'est d'abord une hégémonie visuelle.
C'est-à-dire que l'hégémonie culturelle, c'est un ensemble de croyances, de type politique en général, qui commandent ce que nous allons voir dans ce qui se produit. Autrement dit, qui permet de faire en sorte que, c'est bien ça le sens de l'hégémonie, rien ne peut la contredire, rien ne peut la contredire, cela veut dire qu'aucun événement ne va pouvoir remettre en cause la certitude de base ou la conviction de base de cette croyance. Et cela pour une raison d'ailleurs, j'insiste sur ce thème de la vision, puisque c'est le regard de la philosophie sur l'année écoulée qui nous est ici proposé. Rien n'est plus facile à intellectualiser que la vision. La manière de voir les choses, contrairement à ce que l'on pourrait penser, je dirais immédiatement, perceptivement, est toujours informée par des catégories. C'est pourquoi d'ailleurs nous ne voyons jamais toujours la même chose en regardant le même objet. Nous voyons toujours depuis. Et nous voyons depuis quoi? Eh bien, depuis des images, des imaginaires plutôt, ou des idées, mais au sens d'idées générales et abstraites, qui nous empêchent de voir aussi bien qu'elles nous ouvrent un domaine de visibilité. Et il est bien clair que si l'on pense que le conflit mondial ou national fondamental, c'est le conflit entre eux et nous, que l'on peut ensuite évidemment, ou qui est l'objet de variations diverses, mais qui en règle générale revient toujours à dire les étrangers, si possible musulmans et nous, ce conflit-là, cette prévision-là, joue un rôle tout à fait fondamental dans la manière dont les sujets, les citoyens peuvent accueillir les événements. Et contre cela, je crois qu'il faut donc essayer d'être ou de demeurer fidèle à l'injonction de Ricoeur, qui consiste justement à ne pas décider trop vite du sens du présent ou à ne pas décider trop vite du sens du passé immédiat. Par exemple, on peut tout à fait dire que l'année écoulée, dans la suite de ce que j'ai indiqué, a été marquée par un déferlement de violence. Mais ce déferlement de violence, en tout cas pour ce qui concerne les violences terroristes, a été vu, c'est-à-dire d'abord dit, interprété comme guerre. Nous serions en guerre. Après tout, s'il y a eu un événement l'année dernière concernant la France, c'est que la France est en guerre depuis un an avec tout, ça a été évoqué hier, tout l'appareillage, je dirais, juridique d'exception qui a été lié à ce nouvel État. Bon. Mais dire guerre pour qualifier des violences, c'est évidemment, typiquement, une manière d'inciter, d'enjoindre même les citoyens à voir ces événements selon un certain prisme, qui est celui précisément du partage entre l'ami et l'ennemi. Alors, je ne vais pas ici donner les éléments, ça serait hors sujet pour le coup, qui expliquent pourquoi, à mon sens du moins, la violence terroriste ne relève pas de la guerre, au sens strict. J'indique simplement le point, qui est que, évidemment, étant en guerre, si nous sommes en guerre, plus exactement, sous cette hypothèse-là, eh bien, cela implique une mobilisation, au sens strict du terme, une vigilance, ça a été évoqué tout à l'heure, une vigilance de tous les instants qui devient en quelque sorte un devoir civique. Mais ce qui, pour rester dans la ligne de ce propos, m'intéresse, c'est bien que cette vigilance, d'ailleurs, face à l'ennemi intérieur, qui plus est, car c'est une guerre qu'on nous présente comme étant potentiellement une guerre civile, c'est-à-dire celles qui sont en général les plus meurtrières. Cet ennemi intérieur, il faut bien apprendre à le voir, à le regarder. Et donc, là aussi, c'est une affaire de regard, de vision, et surtout de formatage de la vision à partir d'un a priori selon lequel il y aurait un partage dans le monde qui se réduirait, ou un conflit dans le monde qui se réduirait à ceux qui veulent nous tuer et à ceux qui veulent au contraire survivre. Cette entrée en scène de la violence et de la guerre dans le discours public et d'ailleurs dans les faits juridiques s'accompagne d'ailleurs aussi bien d'une brutalisation. C'est accompagné cette année d'une brutalisation qui se retrouve sous une forme plus ou moins, de moins en moins d'ailleurs, euphémisée dans le discours des leaders politiques occidentaux. Et là aussi, il est assez difficile de ne pas évoquer l'année qui s'est écoulée sans évoquer le spectacle assez troublant de la campagne américaine. Donald Trump est un assez bon exemple, je crois, non seulement de cette forme de brutalisation du discours, et aussi de l'affaiblissement d'une des vertus politiques fondamentales reconnues déjà dans le Protagoras de Platon, c'est-à-dire la vergogne ou la pudeur. Il apparaît assez clair qu'il y a, puisque c'est un concept très à la mode, qui lui aussi, je ne saurais dater exactement s'il date d'il y a un an, mais enfin en tout cas il a reçu depuis un an
une consécration sémantique et rhétorique considérable, pas seulement le mot guerre, le mot radicalisation. La radicalisation ne passe pas seulement, ou ne vient pas seulement d'où on le croit, si je puis dire. La radicalisation d'un discours, du discours trumpien, si je puis dire, est tout à fait... elle prend d'ailleurs une portée vertigineuse. Hein, j'ai fait l'effort une partie de la nuit de regarder ce qui se passait encore pour pouvoir vraiment rester jusqu'au bout de l'année écoulée. Et là, il apparaît clairement que s'il a déjà renoncé à la Maison-Blanche, Trump n'a pas renoncé en revanche à fixer son public pour son prochain show trash télévisuel. Je crois que c'est la vraie vocation qu'il cherche, parce que nous en sommes véritablement à des appels au meurtre. Enfin, c'est de ce niveau-là maintenant que ce qui n'exonère pas sa candidate adverse de toute, loin s'en faut d'ailleurs, de toute faute. Ce que je voulais dire par là, donc, c'est qu'on voit bien que la manière dont on interprète le temps présent ou le temps immédiatement passé dépend de décisions qui sont des décisions de nature plus ou moins philosophique, mais en tout cas qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le contenu du temps. Mais je me rends compte que je m'éloigne déjà de mon but en commençant à comptabiliser, et là plutôt au sens négatif du terme, entre le bien et le mal dans l'année, et à ne pas être tout à fait fidèle à l'injonction initiale qui consistait à essayer d'envisager l'année écoulée autrement qu'en me fiant à ce qui a été en elle le plus médiatiquement visible ou le plus médiatiquement audible. Or, ce qui effectivement a été le plus médiatiquement visible ou audible relève justement de ce partage entre la guerre et la paix, eux et nous, le bien et le mal. Il y a une autre manière d'envisager l'année écoulée, comme d'ailleurs le passé en général, et vu par la philosophie spécifiquement, ce pourrait être de voir l'année qui s'est écoulée, depuis ses promesses, depuis ses tendances, depuis des événements qui valent d'autant plus que leur sens n'est pas encore maîtrisé ou maîtrisable, ou que leurs effets n'ont pas encore été totalement produits. L'une des vocations, je crois, de la philosophie, c'est précisément, c'est en tout cas pourquoi je m'inscris plutôt dans un courant qui s'intitule la phénoménologie, et on voit bien dans le mot phénoménologie, c'est une manière de voir. L'une des vocations de la philosophie, me semble-t-il, c'est de voir autrement, de déplacer le regard, justement, puisque cette intervention s'appelle regard philosophique. Si le regard philosophique a un sens, c'est précisément parce qu'il peut nous permettre, dans le meilleur des cas du moins, non pas à voir ailleurs, non pas à regarder forcément du côté du ciel des idées pour se détourner de ce qui s'est produit ici ou qui se produit ici et maintenant, mais à regarder les mêmes choses que celles que tout le monde voit, mais à les regarder autrement. Et je voudrais pour cela, pour illustrer ce fait, lire un petit texte de Nietzsche, qui est un texte qui semble apparemment totalement contraire, où il se prête à un exercice qui semble totalement contraire à celui auquel je suis soumis aujourd'hui, puisque Nietzsche, dans ce texte, ne se demande pas ce qu'a été l'année qui a précédé, en l'occurrence, puisqu'il écrit ça en janvier 1882, qu'a été l'année 1881. Non, la question de Nietzsche, c'est de savoir ce qu'il peut bien se souhaiter pour la nouvelle année. Autrement dit, il n'a pas à faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, mais il a à faire le vœu de l'année qui va advenir. Mais chacun sait ici que la période qui précède immédiatement les vœux, et qui ne va pas tarder à arriver du reste, est elle-même précédée du bilan. Et qu'entre le bilan et le vœu, entre le mémorialiste et le prophète, il y a un lien. D'ailleurs, la plupart des prophètes de malheur sont aussi des mémorialistes, puisque face à un événement, que nous disent-ils, sinon « je vous l'avais bien dit ». C'est-à-dire qu'ils se servent bien du passé tel qu'ils l'avaient plus ou moins prévu pour confirmer leurs prévisions apocalyptiques futures. Alors, ici, Nietzsche donc, se demande, Nietzsche n'est pas ce qu'on appellerait volontiers un philosophe superstitieux, mais il se demande, après tout, et à l'époque où il écrit, ce rite de la bonne année n'était pas encore tout à fait aussi habituel qu'il l'est pour nous, ce que l'on peut bien se souhaiter au début d'une année dont nous ne connaissons pas encore la fin. Et il écrit « Aujourd'hui, il faut l'entendre ici au sens littéral du 1er janvier 1882, aujourd'hui, chacun s'autorise à exprimer son vœu et sa pensée la plus chère. Eh bien, je veux dire moi aussi ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même, et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première
cette année. Et si j'ose ici me mettre à la place de Nietzsche, essayons d'entendre cela aussi. Quelle est la pensée dernière que je pourrais essayer d'offrir relativement à l'année écoulée? Nietzsche poursuit. Quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir? Nietzsche dit encore, je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses, amor fati. Que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre au lait. Je ne veux pas accuser. Je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation, et somme toute en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. Alors, c'est pour terminer sur ce texte que je trouve très suggestif de Nietzsche, que je voudrais, mais en l'appliquant cette fois-ci à la remémoration plutôt qu'à la prémonition ou qu'au vœu, conclure. Nietzsche écrit au mois de janvier, c'est-à-dire à un mois où, en règle générale, et pour des raisons qui sont évidemment culturelles et sociales, nous nous adonnons à une superstition qui consiste à soumettre l'ordre du monde à nos désirs. Mais après tout, soumettre l'ordre du monde à nos désirs, ce n'est rien que le préalable de toute tentative politique sérieuse. Le 1er janvier, les hommes, c'est ce que Nietzsche suggère, s'autorisent à dire ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et pour les autres, comme si aucune puissance n'était en mesure de faire obstacle à leur volonté. Eh bien, ce que l'on pourrait faire pour l'année qui a précédé, c'est essayer, et cela c'est un travail, c'est pour ça que je ne le fais pas que par esquisse, je ne le fais que par esquisse pour moi-même, c'est un travail pour chacun d'entre nous, je dirais, essayer de la voir, essayer d'en tirer, peut-être pas le bilan pour le coup, mais d'en tirer la leçon du moins, indépendamment des hégémonies, des prévisions, des manières d'interpréter ou de prévoir plus exactement le temps tel qu'elles nous sont aujourd'hui enjointes. Je crois qu'on peut trouver dans le texte de Nietzsche une morale non seulement pour lire l'avenir, mais pour lire aussi le passé proche. Au moment du bilan, comme au moment des vœux, et d'ailleurs ces moments sont généralement consécutifs, il faut en effet se demander dans quel état d'esprit nous interrogeons soit le temps qui vient de se passer, soit le temps qui s'ouvre devant nous. Et voilà ce que dit Nietzsche, je relis la phrase, « Je veux dire moi aussi ce que je me suis souhaité à moi-même et quelle pensée m'est venue à l'esprit. » Ce que Nietzsche ici déjà suggère, c'est qu'il veut faire un vœu pour lui, c'est un vœu qu'il s'adresse à lui-même et non pas aux autres. Autrement dit, Nietzsche, on le sait bien d'ailleurs, est étranger aux préceptes moraux, et en particulier, le souhait qu'il énonce, il l'énonce d'abord par rapport, je dirais, à sa propre hygiène mentale. Il se dit d'emblée, à l'orée de l'année 1882, voilà comment, non pas ce que je souhaite qu'il arrive, par exemple que nous gagnions la guerre en Syrie, que nous éradiquions le terrorisme, que nous refoulions tous les migrants, etc. Il se souhaite à lui-même de voir ce qui va advenir d'un regard différent. Et ce regard différent, il le définit très précisément comme la possibilité de regarder ou de voir, dans la nécessité des choses. Nietzsche, c'est le penseur, et c'est d'ailleurs en 1882 qu'il aura en 1881, il a donc déjà eu sa révélation de l'éternel retour. La nécessité des choses, malgré tout, y découvrir la beauté plutôt que la laideur. Et qu'est-ce que cela implique pour nous, cela? Enfin, pour nous, pour lui déjà, et pour nous, spécifiquement, qui sommes amenés ici à nous interroger sur l'année écoulée. Cela implique que l'année écoulée n'est pas encore écoulée. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous pouvons, nous, ou elle ne sera faite plutôt que des regards que nous y porterons. En un sens, voir le beau dans la nécessité des choses, cela veut dire aussi déplacer le regard, et cela veut dire, par exemple, que l'on peut parfaitement s'inquiéter des raisons qui ont fait, je prends des exemples qui ont été même cités ce matin, on peut s'inquiéter des raisons qui ont fait que le peuple anglais a choisi le Brexit, mais que l'on peut aussi voir le Brexit comme une occasion peut-être de se rendre compte que la rupture avec les traités européens ne signifie pas ipso facto la fin du monde. On peut effectivement se désoler du refus par le peuple colombien du traité de paix,
entre les FARC et ce gouvernement. Mais on peut aussi voir que ce traité de paix reste un événement qui constitue à terme sans doute une promesse. On peut se désoler, je l'ai d'ailleurs fait à l'instant, de la montée en puissance du personnage Trump. On peut se souvenir qu'avant Trump, ou à côté de lui, il y eut Sanders, qu'à côté de Sanders, il y eut son oiseau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit oiseau qui est devenu un symbole politique, qui s'est posé sur son... comme cette mouche, bon, lui il avait un oiseau, moi j'ai une mouche, qui se pose en permanence sur son... qui s'est posé et resté surtout sur son pupitre, et qui... Quand je dis les choses de manière naïve, là, c'est parce qu'elles doivent épouser précisément ce que je voudrais faire percevoir, ou plutôt d'ailleurs faire comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que déplacer son regard. Qu'est-ce que c'est que de passer de Trump à Sanders à l'oiseau, et de l'oiseau à la foule vers lequel, ou au public vers lequel il s'est ensuite envolé. Autrement dit, ne pas rester fixé là où nos regards sont captés précisément par un certain système médiatique et politique, et d'ailleurs aussi bien économique. L'année que Nietzsche se souhaite, il ne se la souhaite pas en termes de contenu, il est déjà d'ailleurs convaincu, je l'ai dit, de la théorie de l'éternel retour, il se la souhaite en termes de point de vue. Et bien de la même manière, ce qui s'est produit n'a pas peut-être délivré toujours ou totalement son sens, dès lors que nous admettons que plusieurs points de vue sur ce qui est arrivé peuvent être empruntés. L'année qui s'est écoulée, pour tout dire, n'est pas de l'ordre du fait établi. Ou si elle est de l'ordre du fait établi, la moindre des choses que la philosophie puisse faire, c'est de savoir qui établit les faits. C'est-à-dire depuis quel point de vue interprétatif, pour notre sujet, depuis quel regard, en fonction de quel partage entre ce qui est visible et ce qui est invisible, cette dissociation est effectuée. Et l'un des rôles non seulement d'ailleurs de la philosophie, mais je dirais l'une des fonctions même de la citoyenneté, consiste précisément à pluraliser ces points de vue de telle sorte qu'ils ne se laissent pas ramener au modèle hégémonique que j'avais indiqué. C'est cela aussi, privilégier le beau dans un quotidien dont Nietzsche sans doute pressentait déjà la morosité à son époque. En 1882, comme en 2016, il ne manquait pas déjà de prophètes de malheur, d'annonciateurs du déclin de l'Occident inéluctable, dont certains d'ailleurs aujourd'hui se revendiquent eux-mêmes de Nietzsche, mais bon, ça c'est une loi de l'histoire assez répandue. Je l'ai dit déjà, ces prophètes se font souvent aussi mémorialistes, ceux qui prédisent les pires débâcles, celles de l'Occident, de la France, menacée par l'islam, le cortège des bien-pensants qui font la courte échelle à l'islam, etc. Ces prophètes de malheur, souvent, s'ancrent dans le passé immédiat pour démontrer leur propre théorie. Ils ne pourraient pas en faire autrement d'ailleurs, puisque à mesure que l'on, je ne sais pas si vous avez remarqué ce fait, à mesure que l'on se désole du présentisme, du fait que la jeunesse française n'a plus aucune culture, etc. En règle générale, on ne va pas plus loin dans l'histoire que dans les 6 mois, 8 mois qui se sont produits, parce que, évidemment, l'une des puissances de l'histoire longue, c'est de rendre contingent rendre contingentes toutes les tentatives de définir une religion, par exemple, par son essence. Donc, autrement dit, dans le discours dominant aujourd'hui, la vérité, l'essence définitive de l'islam, elle date au plus tôt, oui, c'est ça, du 11 septembre 2001. Il n'y avait rien avant l'islam, concernant l'islam dans toute l'histoire, puisqu'il faudrait sinon expliquer comment une religion intrinsèquement terroriste l'est devenue seulement au bout de, sauf erreur, 1300 ans. Bon. Alors, Nietzsche, de ce texte de Nietzsche, je ne sais pas d'ailleurs si, à force de passer de l'année écoulée, mon temps ne l'est pas aussi. Oui, il l'est. Alors, c'est dommage. Enfin, pas pour moi, mais je vais prendre encore 5 minutes. De ce texte de Nietzsche, on peut retenir aussi une autre injonction qui est qu'il ne veut rien accuser, dit-il. Je ne veux pas faire la guerre au lait, dit-il. Je ne veux pas accuser. Je ne veux même pas accuser les accusateurs. Ça, c'est le plus difficile. D'ailleurs, moi, je l'ai fait. J'ai un peu accusé les accusateurs, là. Nietzsche, ici, s'en prend, d'une certaine manière, aux adversaires nihilistes du nihilisme. Et il ne veut pas, il se fait le vœu, tout du moins, de ne même pas
reconnaître à ceux qui sont en permanence dans une guerre ouverte contre le temps, parce que c'est ça, les nihilistes, le nihilisme pour Nietzsche, c'est la vengeance contre le temps, eh bien, il ne veut pas leur faire, je dirais, l'honneur et puis se faire à lui-même la douleur, d'une certaine manière, de les accuser. Il veut les laisser être en espérant que derrière leur être apparent, eh bien, c'est un monde purement fictif qui se révélera. Mais s'il se donne cette éthique de la vision, je répète, éthique de la perception du temps futur ou du temps qui vient de s'écouler, c'est parce qu'il est déjà dans un autre combat. Cet autre combat, c'est précisément d'envisager le temps d'un autre point de vue que celui de la vengeance ou de la fatigue. Mon hypothèse était bien d'ici de dire que nous pouvons adopter une position éthique identique selon que nous soyons à l'aube d'une année nouvelle, ce qu'est Nietzsche lorsqu'il écrit, ou au crépuscule d'une année passée. Eh bien, cela reviendrait ici à tenter d'envisager ce qui s'est produit, ce que nous avons eu plus ou moins sous les yeux, eh bien, de l'envisager d'une manière qui ne ferait pas intervenir d'emblée le jugement. Et Nietzsche a cette belle formule sur laquelle je vais conclure en la commentant un peu et en prenant un autre exemple de ce qui s'est produit l'année dernière, qui est ce qui m'est le plus cher. Que regarder ailleurs soit mon unique négation. Que regarder ailleurs soit mon unique négation, cela ne veut pas dire un geste métaphysique platonicien, je le répète, regarder là où il n'y a pas de temporalité, le ciel des idées, la transcendance, Dieu. Cela veut dire littéralement porter ses yeux sur des événements temporels dans une perspective interprétative différente de l'interprétation dominante. Cela ne veut pas dire ne pas voir ce qui est tragique ou inquiétant, et de facto, personne ne peut dire que ce qui s'est produit cette année ne recelait pas de grandes inquiétudes. Ce n'est pas ne rien voir, donc, mais c'est regarder autrement que la manière dont les accusateurs nous enjoignent de regarder, puisque précisément, les accusateurs sont ceux qui, à force de vouloir regarder depuis un seul prisme, ne voient rien. Alors l'exemple de l'année écoulée, il n'a pas d'originalité, je m'en excuse, mais il remplit toutes les cases que j'ai essayé de cocher pour justifier ce que pourrait être un regard philosophique, pas seulement le mien, c'est pour ça que je n'ai pas donné non plus une chronologie subjective, idiosyncrasique, parce qu'elle ne... J'allais dire, elle ne vous regarde pas au sens où elle ne vous intéresse pas, la mienne, mais plutôt des moyens de regarder autrement. Mais néanmoins, je voudrais dire que ce qui me semble remplir toutes les cases de se regarder autrement, de se voir autrement, c'était Nuit debout. Premièrement, Nuit debout, ça renvoie au début de ce que j'ai dit à propos de Qu'est-ce que les Lumières, ce n'est pas un fait établi, c'est un processus, c'était un processus, ça l'est toujours d'ailleurs de facto, c'est-à-dire un événement qui diffuse ses effets, à mon sens, de manière souterraine, qui continue à les diffuser, quand bien même les tentatives de reprise, je ne parle pas pour Grenoble, je crois qu'elles sont plus convaincantes, mais à Paris, les tentatives de reprise à Paris, en tous les cas sur la place de la République, ont échappé. Kierkegaard expliquait qu'il n'y a jamais de répétition en amour, seulement de reprise en religion, on pourrait dire en politique, il n'y a pas non plus, semble-t-il, de reprise. Parce que Nuit debout n'est pas, je crois, un événement qui était, j'en parle volontairement, comme d'un événement destiné à s'institutionnaliser. On ne peut pas refaire ce qui d'abord n'a pas été fait, mais a été expérimenté. On ne peut refaire que ce qui a été fait, fabriqué. Or, Nuit debout, me semble-t-il, n'a pas été fabriqué. Si certains ont voulu le fabriquer, eh bien, la chose elle-même, si je puis dire, a échappé au plan prévu. Par contre, ce n'est pas pour cela que cela n'ouvre pas de tradition. Ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas eu dans ce suspens du temps, précisément, suspens précisément par rapport à l'hégémonie culturelle ou visuelle que j'évoquais tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu dans ce suspens l'expérience de ce qu'une autre manière de voir, une autre manière de parler, une autre manière d'interpréter les événements était possible. Deuxième élément de Nuit debout qui confirme cette possibilité du déplacement du regard. Premièrement, on peut dire, Kant aussi, d'ailleurs, a écrit des choses là-dessus, dans un événement politique, un événement, lui, il pensait à la Révolution française, ce qui importe, ce n'est peut-être pas tant l'événement lui-même, qui d'ailleurs a des causes, qu'on pourrait donc expliquer de manière quasiment mécanique, ce qui importe, c'est la manière dont il est reçu.
Il interprète les événements historiques, la Révolution française, dont je ne compare pas l'importance à Nuit debout, je vous rassure, mais il en parle en termes de signes. Autrement dit, ce qui intéresse Kant, ce n'est pas tant la Révolution française, surtout qu'il écrit le texte où il évoque cette question à un moment où tout le monde en Allemagne est bien d'accord sur le fait que la terreur, c'est la vérité de la Révolution française. Autrement dit, c'est très mal, la Révolution française. Bon. Il faisait le bilan, et le bilan était globalement négatif, si je puis dire, pour les Allemands, pas pour Kant, parce que la vérité de la Révolution française, c'est le signe qu'a été l'adhésion des peuples européens, dit-il, à la tentative française d'abroger l'Ancien Régime et de réclamer pour elle-même son droit. Autrement dit, j'en reviens à Nuit debout, un des signes très réjouissants de cet événement, c'est qu'on peut dire qu'il a littéralement rendu fou ceux qui, précisément, militaient en faveur d'une seule manière de voir le présent. Rendu fou ceux qui, au fond, pensaient et voyaient, je le répète, et voulaient qu'on voit surtout, à l'aide de 3 prismes, l'islamisme radical, la politique de l'offre et, troisièmement, l'identité nationale. Dès lors que pendant 2 mois environ, il n'a pas été question de ces sujets, il n'a plus été question de ces thèmes comme étant des questions absolument, je dirais, vitales pour la société française, mais que l'on a parlé alors de quoi? Eh bien, de toute autre chose, et je pourrais dire de toutes autres choses, y compris de choses qui, personnellement d'ailleurs, j'y étais souvent, ne m'intéressaient en rien, mais ça n'a aucune importance. Eh bien, ce simple fait de regarder ailleurs, le simple fait d'être invité à voir ou à interpréter les événements par d'autres biais et à les dire surtout dans d'autres mots et d'autres images ou par d'autres images a produit un signe de ce que, somme toute, l'hégémonie visuelle dont je parlais était plus fragile qu'il n'y semblait. Troisième, il n'y en a que 4. Troisième élément qui fait de Nuit debout pour moi un exemple, j'allais dire quasiment là, phénoménologique de déplacement du regard. Ceux qui étaient sur la place de la République le savent. Il y avait plusieurs lieux, hein. Il y aurait d'ailleurs toute une topologie de Nuit debout à faire, mais ce qui était plus marquant, en tout cas ce qui m'a au départ, les premières fois, le plus marqué, c'était pas du tout l'opposition d'ailleurs, mais la juxtaposition, la forme de l'agencement, on dirait, entre d'un côté le deuil, et c'était bien cela aussi l'année 2015, le deuil, puisque c'était sur la statue de la République, qui était jusqu'à ce qu'on les délogeât, parce qu'on n'a pas délogé que les gens, on a délogé les morts. Sur la place de la République, il y avait toutes les bougies, les messages, les photos, etc., des personnes assassinées. Et puis juste à côté, ou pas loin, des discussions, des confrontations, parfois des chants, parfois des danses, parfois des violences aussi, ça est arrivé. Bon. Bref, cela forçait à déplacer le regard, mais pas à déplacer le regard en disant oublions le deuil et passons à la fête, pour dire les choses un peu naïvement, mais précisément à passer d'un point de vue sur l'autre. Et là, on avait, je dirais quasiment physiquement, l'incarnation de ce qu'une année, cela ne peut pas se réduire à un bilan, que somme toute, à côté du souvenir qui était maintenu d'ailleurs, et qui n'a pas du tout été vandalisé, contrairement à ce que certains ont dit, en tout cas pas vandalisé par les participants de Nuit debout. À côté du deuil, il y avait aussi la manifestation de la joie et de l'espérance, et sans rupture, je dirais. Bon. Plusieurs regards. Dernier point sur lequel je conclus cette fois-ci, Nuit debout, c'est typiquement un événement dont on ne peut pas, me semble-t-il en tout cas, donner la définition. Ni au moment où il se mettait en place, ni pendant, ni même une fois que, je prétends d'ailleurs pas qu'il soit terminé, mais une fois qu'au moins pour ce qui est de Paris, on pourrait en faire un bilan. Pourquoi? Parce que c'était constitué, comme n'importe quel événement d'ailleurs, mais d'une manière là aussi visible, d'une quantité de micro-événements. C'est-à-dire qu'il y avait sur cette place, et c'est bien d'ailleurs la spécificité de l'agora, comme on disait autrefois, il y avait sur cette, enfin comme on dit aussi parfois aujourd'hui encore, il y avait sur cette place quantité de lieux
de micro-lieux, de micro-paroles, d'événements, de discussions, de confrontations, parfois même de sentiments, qui se jouaient et qui ne dissolvent pas du tout le caractère contestataire, parce que c'est un mouvement évidemment de nature contestataire, mais qui empêche qu'on lui donne, je crois, un sens absolument univoque, même aujourd'hui. En sorte que les regards qui s'échangeaient sur cette place peuvent ressembler, peut-être, en un sens, aux regards philosophiques, cette fois-ci sur l'année écoulée, à savoir que ces regards sur ce qui s'est produit, sur ce qui s'est passé, sur ce qui continue peut-être encore à produire des effets souterrains en nous, ces regards, eh bien, ils sont encore à venir. C'est-à-dire que même les regards sur ce qui est derrière nous, nous avons encore à les réorienter pour, comme le disait d'ailleurs Nietzsche, apprendre à retrouver la beauté même dans la nécessité des choses. Voilà, je vous remercie.